Nous reprenons donc nos échanges ici à l'Hôtel de l'Industrie. Alors vous qui êtes, où on vous semble à distance, qui nous regardez dans votre petit écran, sachez qu'ici, comme la pause est assez petite, que vous allez peut-être voir des visages passer parce que le café est ici. Enfin bref, vous imaginez l'événement tel qu'il se produit. Mais nous avons un rendez-vous avec vous et nous essayons d'être le plus précis possible sur l'horaire. Donc ici à l'Hôtel de l'Industrie, je vais vous demander de retourner à vos places et puis nous prolongeons nos conversations. Nous allons là maintenant parler de l'émergence des nouveaux risques infectieux avec une séquence, et je vais accueillir Cyril Caminade. Cyril Caminade, alors Cyril est là, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, Cyril Caminade. Cyril, vous travaillez sur les maladies vectorielles en étudiant les niches thermiques qui conditionnent la survie des moustiques, des tiques, des virus, mais aussi des humains. Votre intervention va poser le socle scientifique de tout ce qui suivra. Comment la température, l'humidité, les événements extrêmes modifient la biologie des vecteurs, la dynamique des virus, les risques d'émergence. Vous allez sans doute, nous montrer comment un simple décalage climatique peut transformer des équilibres écologiques entiers. Et puis, vous allez, j'en suis sûr, nous aider à entrer directement dans la conversation qui suivra derrière sur l'augmentation des risques infectieux. Cyril Caminade, vous avez ici la petite zapette. Soit, je vous recommande de vous asseoir sur un des sièges, vous avez des micros, et vous avez le temps devant vous. Et bien sûr, vous connaissez la musique, vous posez des questions en scannant le QR code ici, et vous à distance, vous continuez de poser vos questions sur l'interface. Cyril, c'est à vous, la salle va continuer de se remplir, bien sûr. Le micro... Allô ? Oui, voilà. Et portez-le bien sur votre menton, s'il vous plaît. Ça Merci. marche. Bon, je vais attendre une petite minute, le temps que les gens se posent. Une minute ici à l'Hôtel de l'Industrie, mais à distance, ils sont plus d'une centaine à être connectés. Bon, on va y aller du coup. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et c'était super fascinant, les présentations de ce matin. On est passé sur... moi, je travaille au Centre de physique théorique internationale. Je suis un climatologue de formation et je suis passé sur les aspects santé ensuite, en ayant travaillé à l'Université de Liverpool et maintenant au Centre de physique internationale théorique de Trieste, qui dépend aussi de l'UNESCO. Donc, j'ai un profil un peu polyvalent et j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant, 18 ans, 19 ans sur ce sujet. Donc, on a vu les impacts multifacettés, tout un petit peu tout ce qui peut arriver en termes d'impact direct, indirect, pollution, biodiversité, feux de forêt, infrastructure. On a un peu mentionné aussi niveau marin, aussi il y a tout ce qui se passe dans l'eau. Eric en avait beaucoup parlé justement pendant les discussions. Et je vais vous parler principalement dans des maladies infectieuses vectorielles sur les exemples. Il y en a d'autres aussi. Et j'élargirai le champ à d'autres maladies infectieuses vers la fin de ma présentation. La table ronde va aussi rentrer un peu plus dans les détails, puisque là on a vraiment des experts des maladies de terrain qui ont fait beaucoup de travail sur ces aspects-là sur les années. Donc si je veux résumer une maladie vectorielle, c'est ces trois petites boîtes, il faut trois conditions. Il faut un pathogène, donc le pathogène peut être un virus, peut-être une bactérie, peut-être un parasite. Il y a aussi les champignons. Les champignons sont dans l'environnement, c'est différent. Un vecteur, souvent un ectotherme, donc il ne régule pas sa température, c'est un arthropode. Donc sa température est plus ou moins égale à la température de l'air. Donc là, vous voyez déjà un petit peu l'impact du climat ou l'impact thermique que peut avoir le réchauffement climatique sur la dynamique des vecteurs qui vont transmettre ces maladies. Et une hôte. Donc une hôte, ça peut être un mouton, un humain, un gorille, un cheval. Et des fois, donc, il peut y avoir aussi ça peut être extrêmement compliqué, il peut y avoir plusieurs sérotypes d'un pathogène, vous l'avez vu pour le Covid, il peut y avoir plusieurs types de vecteurs avec différentes préférences écologiques qui vont transmettre la maladie dans différents environnements. Et aussi une différente susceptibilité de certaines hôtes qui sont peut-être plus susceptibles aussi à l'infection. Donc il y a tous les paramètres qui sont liés à nous, aux hôtes qui sont infectés. Vous l'avez vu pendant le Covid, les personnes âgées, en général, souffraient plus du Covid que les personnes un peu plus en âge moyen et en bonne santé. Surtout si vous êtes immunodépressé. Donc en fait, si je veux résumer le problème, c'est un petit peu un problème ultra simplifié ici. On peut essayer de résumer la transmission, la capacité d'un moustique, la capacité d'un vecteur à transmettre une maladie vectorielle, par cette courbe qu'on appelle la capacité vectorielle.
Vous voyez que c'est une courbe un peu en forme de banane, et en général, pour les maladies tropicales, elle va piquer à haute température. C'est pour ça qu'on a appelé ça maladie tropicale, et on a créé les écoles de médecine tropicales pour gérer justement les soldats, les marins, les marchands qui revenaient de zones tropicales pendant la période coloniale dans les pays plus riches européens. Okay. Donc, s'il fait, disons, vous êtes dans la zone où il ne se passe rien, la température est relativement basse, et que le vecteur et les conditions sont réunies, et que vous augmentez la température de quelques degrés, vous pouvez vous retrouver d'une zone où il ne se passe rien et il se passe quelque chose. Le vecteur est là, il va pouvoir commencer un peu à vous embêter, à vous piquer, et peut-être à transmettre une maladie, en sachant que ça va dépendre d'autres facteurs ensuite. Et aussi, donc c'est pas linéaire, hein, si vous montez vraiment très haut en termes thermiques, vous allez tuer vos vecteurs, vous allez tuer vos insectes, et dans ce cas-là, vous allez avoir d'autres problèmes, dont on a discuté ce matin et dont on va discuter aussi pendant toute la journée. Mais ça peut aussi éliminer une peste, ça peut éliminer un vecteur, ça peut éliminer une tsetse, ça peut éliminer un certain type de moustique dans certains endroits de la planète. Donc ça m'a gardé occupé un petit peu cette thématique de recherche où on essayait de coupler un petit peu ce qu'on faisait dans le monde du climat, donc je travaille avec Gilles et d'autres ici dans la salle, avec ce qu'on faisait aussi en termes de modèles EPI, théoriques, avec mes collègues à Liverpool et d'autres, il y en a beaucoup sur la planète, et essayer de voir un petit peu si on pouvait prévoir dans une boule de cristal le futur. Alors l'impact des maladies vectorielles il est quand même assez énorme. Culex homini lupus est, donc le moustique est un loup pour l'homme. Le moustique tue plus d'humains que les humains tuent d'humains. Je pense que sur une période intégrée historique de la civilisation humaine, ils ont tué beaucoup plus de personnes que ce qu'on a tué nous-mêmes, entre nous. Donc c'est une chose à se rappeler. On peut se rappeler de la peste, la peste noire du XIVe siècle. Qui a été donc piloté par des rats qui sont partis sur des bateaux. Sur les rats, il y a des puces. Les puces transmettent l'acide de la peste. Ça a tué à peu près la moitié, le tiers de la population européenne à l'époque. Juste pour vous rappeler un petit peu un fait historique. Ça a eu tellement d'impact sur les populations de fermiers à l'époque. Ça a même eu un impact indirect sur le climat ensuite. Ça a été prouvé par des études passées, on va dire historiques, sur des trucs de reconstruction, où on a montré qu'en fait la forêt, les fermiers sont morts, la forêt a repoussé, ça a repris plus de carbone ensuite. Il y a aussi une discussion sur une éruption volcanique qui aurait aidé dans une toile de fond, une étude très récente des Anglais qui est intéressante. Vous vous rappelez l'épidémie de Zika donc, en Amérique latine en 2015-2016, donc ça a été mentionné par Mathilde avec une maladie qui est transmise par le moustique de la fièvre jaune, Aedes aegypti, et qui va causer des microcéphalées dans les nouveau-nés. Donc là, à l'heure actuelle, ça fait 10 ans, et ces enfants, ceux qui ont survécu à l'infection, vont avoir une morbidité importante liée à cette infection. Le paludisme tue toujours trop de personnes, j'en parlerai après un peu plus en détail, sur la planète, principalement en Afrique. Il y a aussi le problème, il y a certains problèmes qui pourraient ne pas être un problème, comme la fièvre jaune, puisqu'on a un vaccin qui est 100% efficace pour la fièvre jaune, mais qui est toujours transmise dans certains endroits en Afrique. Donc il y a toujours aussi tout l'aspect logistique. Est-ce que les gens peuvent accéder au traitement, peuvent accéder au vaccin, à prendre en compte, c'est extrêmement important. Et ensuite, il y a tout ce qui est en termes de sécurité alimentaire. Donc, il y aura Stéphane ensuite qui va en parler, à la fois sur l'élevage, notre viande, mais aussi nos légumes, nos plantes, où là, on va avoir des insectes de type aphide qui peuvent transmettre aussi des virus ou certains types de bactéries à des arbres. Et maintenant, donc plus récemment, on a cette espèce de news là qui est arrivée. Donc Mathilde en a parlé ce matin, le chikungunya de Bergerac. Donc j'aurais vu cette news il y a une quinzaine, vingtaine d'années, j'aurais eu les sourcils se seraient un peu montés en forme triangulaire, mais c'est la réalité. Donc, il y a eu la transmission locale de chikungunya à Bergerac cette année. 750 cas locaux qui ont été pilotés par ce qui s'était passé à La Réunion et aussi à Mayotte et dans les îles de l'océan Indien juste avant. Alors, pour vous résumer un petit peu de manière très simple, pourquoi on s'attend en termes de terrain, en termes de labo, ce que font nos collègues, d'avoir un impact de la température, de la précipitation sur ces vecteurs. La première chose, c'est un petit peu comme toutes les espèces. Le vecteur, il va avoir une espèce de courbe de survie qui est dans une gamme de températures. Il fait trop froid, il meurt, vous n'en voyez pas beaucoup, trop chaud, vous en voyez moins. Mon père, dans son jardin en Occitanie, en plein milieu de l'été, on ne voyait plus de moustiques voler. C'est tellement chaud, on n'en voyait plus. Et donc là, vous voyez la courbe en bas, c'est un exemple pour l'Italie, par exemple, où on voit qu'on trouve très peu d'œufs d'Albopictus, du moustique tigre, je reviendrai tout à l'heure, si on est en dessous de 12 degrés, en termes de température de la semaine. Okay, donc c'est une limite claire, thermique, sur la biologie du moustique.
Ensuite, donc, vous avez la précipitation qui peut promouvoir, et donc ça connecte aux extrêmes, des gîtes larvaires. S'il fait trop sec en plein milieu du Sahara, vous n'allez pas trouver beaucoup de vecteurs. S'il fait humide dans le milieu, c'est là où on a des gîtes larvaires. Ça va dépendre de la topographie, des types de sol, des préférences des vecteurs. S'il y a beaucoup d'eau, par contre, là, ça va lessiver les larves, donc il va y avoir un effet positif en premier abord. Par contre, ensuite, quand l'eau va commencer à descendre, là, on va avoir des explosions de moustiques et du coup, de cas potentiels de paludisme, de dengue ou d'arbovirose ou d'autres maladies hydriques aussi. Alors ensuite, un paramètre qui est extrêmement important, il y a Annabella qui travaille là-dessus à Pasteur, il y en a beaucoup d'autres, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation extrinsèque. Donc c'est le temps pour que le moustique devienne infectieux une fois qu'il a pris un repas infectieux. Donc ça va passer transiter par son proboscite, ça va aller dans son estomac, ça prend un certain temps pour que le pathogène se réplique à l'intérieur du moustique avant qu'il ne remonte dans ses glandes salivaires et qu'il soit capable d'infecter une nouvelle hôte. Ça, c'est très fortement piloté par la température, c'était testé en labo, on le connaît bien, et ça fait la différence en fait entre un moustique qui va mourir de mort naturelle sans avoir été infectieux dans sa période. C'est la courbe bleue que vous voyez à basse température. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, à haute température, dans un régime de température tropicale, cette période se raccourcit. Et là, vous voyez pourquoi on commence à avoir des cas autochtones de cas de maladie tropicale en zone tempérée. Donc ça, c'est un paramètre important. Alors, pour les modèles, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait un truc pour montrer un petit peu les équations. Il y en a beaucoup qui ne doivent pas aimer les équations. Mais en fait, on peut définir un espèce de modèle dynamique qui dépend des températures et des précipes. Là, c'est un modèle R0, donc c'est un modèle de reproduction de base en épidémiologie. Vous le connaissez depuis le Covid, c'est le nombre oscillant en dessous de 1, tout le monde est content, au-dessus de 1, tout le monde panique. On peut se servir des relations que je vous ai montrées juste avant sur la biologie des moustiques, ce qui a été un peu mesuré dans le labo, ce qui a été fait sur le terrain, pour avoir une association, une dépendance de ce R0 à la température, à la précipe. Une fois qu'on a fait ce travail, on va l'intégrer spatialement et dans le temps pour regarder un petit peu sur la planète, pour les saisons. Est-ce qu'on a un peu les bonnes zones, les bons hotspots, les bonnes zones, les bonnes saisons. Donc il y a une étape de validation là, à la fois sur l'aspect du moustique, mais aussi en termes d'épi sur les cas de maladie. Et une fois qu'on a fait tout cet exercice un peu ennuyeux, hein, un peu tedious, un peu noioso, diraient mes collègues italiens, on peut intégrer, on peut piloter ensuite le modèle par des scénarios climatiques, qu'a très bien introduit Aurélien ce matin. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, en sachant qu'il y a des incertitudes associées à ces scénarios climatiques, différents types de scénarios d'émission, du plus pessimiste au plus optimiste. On intègre tout et on regarde ce qui pourrait se passer dans le futur. Et on regarde où ça pourrait arriver, quand, en gros, sur différentes zones. Donc, je vais vous montrer des exemples. Premier exemple, zone tempérée qui nous affecte particulièrement, le moustique tigre Aedes albopictus, qui est un moustique d'origine d'Asie du Sud-Est, Chine, Japon, mais qui s'est promené, qui est un très bon voyageur. Donc appelé moustique tigre parce que vous le voyez, il a des petites stries. Il est tigré. Et il est venu en Europe, donc rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est la globalisation. Il est arrivé dans des containers, dans des pneus, dans des plantes. Et il s'est propagé ensuite une fois. Il est arrivé dans fin des années 70 en Albanie. Il y reste un moment avant d'arriver en Italie, dans les années 90. Et ensuite, il s'est propagé par réseau routier dans les voitures. C'est un bon autostoppeur. Mais aussi par les containers, toujours les bateaux, donc en transport. Donc il s'est propagé grâce à nous. On l'a propagé. Alors ça me ramène... Il faut se rappeler que c'est une espèce extrêmement invasive et qu'il est très compétent pour transmettre des pathogènes. Très bien pour la dengue, le chikungunya, peut-être un peu moins pour la fièvre jaune. Il s'est propagé extrêmement rapidement. Je vais vous montrer. Donc ça, c'était un peu la situation. J'ai commencé à travailler sur ces aspects-là en juin 2011. Donc, je travaillais avec Santé publique Angleterre, ça s'appelait Public Health England à l'époque. Maintenant, c'est la UK Health Security Agency. Ça dirait plus un truc de James Bond. Mais c'est la même chose. Avec les collègues à Porton Down, et on s'était dit, bon, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer en Europe, qu'est-ce qui pourrait passer en Angleterre, parce que les Anglais commençaient à regarder ces problèmes-là aussi. On s'anticipait il y a un bon moment. Donc la situation en juin 2011, le moustique était principalement en Italie, Rhône-Alpes, PACA, partie de la Catalogne, vous le voyez à gauche, là, en haut à gauche sur la carte, avec les zones rouges. Ça, c'est les cartes du centre européen, du CDC européen. Et voilà la situation en 2024. Donc vous voyez qu'il s'est propagé sur une grande zone, il couvre une grande partie de la France. Il faut faire attention avec ces données-là, puisque c'est rapporté au département, donc ça masque des choses. Mais c'est propagé vraiment partout. Alors on avait fait des simulations, j'espère qu'elles fonctionnent, où on s'était servi donc, de la méthode que je viens de vous parler juste avant. Et on intègre un petit peu ces modèles, on regarde un petit peu où, modèle boule de cristal, où les choses pourraient être dans le futur.
Là, deux choses qui nous a sauté aux yeux avec mes collègues. La première chose, c'est déjà que même sans réchauffement climatique récent, il y avait une grande partie de l'Europe qui était hospitalière pour cette espèce, première chose. Ensuite, quand on prend en compte le réchauffement climatique futur et qu'on se projette, là on voit qu'il y a un changement et on voit que potentiellement il pourrait se décaler vers le nord, dans les zones les plus tempérées, et prendre aussi un peu mal, on va dire, ou souffrir dans les zones un peu plus du sud de l'Europe. Parce que là il commence à souffrir de la chaleur. Donc on a travaillé là-dessus avec Didier, qui sera ensuite en table ronde, et Andrea Radici, une équipe Occitanie, Montpellier, moi, et plusieurs personnes, CIRAD, IRD et CTP. Et on a refait un peu cet exercice avec des meilleures données, et en gros on voit que le moustique, climatiquement, il y a un signal très fort sur la dernière décennie qui montre qu'il y a une plus grande partie de la France qui est plus hospitalière à ce moustique, ce qui est cohérent un peu avec les observations. 2, on voit aussi les effets de chalot urbain un petit peu sur les villes qui ont l'air de sortir, comme Paris, Zagreb, il y a des grandes villes d'Europe du Nord, où l'on voit un petit peu qu'il fait plus chaud. Donc ça c'est pour le moustique purement. Et ensuite pour le risque de transmission de la maladie, on voit quand même que même si le moustique s'est propagé dans le nord, comme on l'a observé d'ailleurs en France, le risque de transmission de la dengue, en tout cas pour la dengue, est plus pour le moment contraint dans le sud de la France. Pour le chikungunya c'est différent, c'est un peu plus thermiquement, la transmission peut se faire à plus basse température. Donc ça donne quand même des résultats importants. Et on montre aussi donc, un des résultats importants d'Andrea là-dessus, c'est que ce moustique a très rapidement rattrapé sa niche théorique climatique en fait en France métropolitaine. Donc, je vous invite à regarder le papier. Donc ça, je pense que Mathilde en a parlé. Donc vous voyez exactement la carte. Donc ça, c'est les données de municipalité. Ça vient des ARS, je crois. Et SPF aussi. Et vous voyez exactement où il est. Donc ça, c'est en haut à gauche sur les villes. Vous voyez qu'il suit les villes. Hein. Il suit la nourriture. Il a besoin de nous pour pondre des œufs. Il a besoin de notre sang. Donc il suit la bouffe. Et vous voyez aussi donc qu'il y a eu ces cas importés, un grand nombre de cas importés liés à une épidémie de chikungunya à La Réunion et aussi Mayotte, dans les îles. Boum, cet été, 754 chikungunya qui sont remontés jusqu'à Strasbourg, je crois avec quand même beaucoup plus de cas dans le sud-est de la France. Bon, là je vais un peu vite, hein, ça a déjà été mentionné par paludisme. Deuxième exemple, il me reste combien de temps là parce que, après... On peut dire 5 minutes. Ok, enfin je speed. Alors le paludisme. Vous parlez déjà assez vite, hein, cela dit. Ça marche. Je peux toujours accélérer, je peux toujours aller plus vite. C'est qu'une histoire c'est une histoire. Il ne faut pas que ma langue se bloque dans ma bouche. Donc le paludisme, vieille maladie, anophèle qui transmettent plasmodium, différents types de plasmodium, falciparum plus tropical, vivax, malaria ovale plus tempéré. Donc c'était une maladie qui était partout sur la planète. Donc il faut se rappeler du passé, ça c'est un point important, il faut se rappeler du passé avant de parler du futur. Donc cette maladie était partout. Elle était présente en France, dans les Landes et dans le sud de l'Italie. Oups, voilà, mince, je ne peux pas revenir en arrière. Elle avait même tué Toutankhamon. Donc c'est une vieille maladie, on pense. Jambes cassées et cas de malaria grave, on pense. Donc c'est une maladie qui était là. On s'en est débarrassé après la guerre grâce au DDT, grâce aux campagnes de contrôle. Donc la maladie était là. Donc climatiquement, déjà, il y avait une grosse partie de la planète qui était quand même assez hospitalière pour le paludisme. Okay. Mais la situation actuelle est différente. Merci au contrôle, merci aux efforts, au financement, aux traitements qui ont été faits là-dessus sur beaucoup d'années. Mais là, c'est un problème principalement africain, avec une énorme diminution des cas et des morts, de la mortalité grâce au financement. Mais on voit un petit rebond à la fin, là, récemment, qu'on attribue à la pandémie et à d'autres facteurs sur les dernières années. Donc ça s'améliore, mais ça reste un problème énorme en Afrique. On avait fait des scénarios, donc là je vais passer assez vite, mais en fait on montrait que plus ça chauffe, donc vous avez, ici c'est un peu compliqué, on va dire la période, on va de plus en plus dans le futur de gauche à droite, et on prend le scénario d'émission le plus optimiste au plus pessimiste, de haut en bas. Donc si vous voulez, le pire scénario, c'est celui qui est en bas à droite. Et là on montrait qu'avec en chauffant plus, l'Afrique, on pourrait avoir des zones de transmission du paludisme qui changent sur les zones d'altitude, qui sont historiquement moins prônes au paludisme. Donc vous voyez votre géographie de l'Afrique, vous avez l'Éthiopie, l'ouest du Kenya, sud de l'Ouganda, les plateaux de Madagascar, le centre de l'Angola, etc. Par contre, ça peut aussi diminuer, donc là on commence à tuer les moustiques aussi, sur les zones de plaine, parce qu'il commence à faire très chaud dans notre modèle. Et là, donc ça pourra poser d'autres problèmes, mais on commence à les tuer dans des scénarios qui chauffent beaucoup.
Il y a eu d'autres scénarios qui montrent la même chose. On a travaillé avec Gilles sur des scénarios de rupture, où là on montre aussi que ça pourrait changer beaucoup de choses si le Groenland se pataquesse. On va espérer que non, mais dans ce cas-là, ça pourrait tout bouger au sud, en Afrique, toute la bande de pluie, ce qui aurait des impacts sur les populations, l'agriculture et la santé. On va espérer que non. Alors il y a d'autres challenges pour le paludisme, je vais passer vite, mais les extrêmes, on en a parlé, l'accès au système de soins, les mouvements de population, je vais parler des choléra au Burundi à l'heure actuelle pour la transmission du sida par exemple, il y a des inondations, les gens bougent, les gens tombent dans la pauvreté, la prostitution, les pathogènes bougent, il se passe des choses. Donc les extrêmes, c'est extrêmement important. Et puis aussi tous les autres paramètres problèmes qui sont plus darwiniens, la résistance des insectes aux insecticides, puisqu'on les a exposés, donc ils deviennent plus résistants, mais aussi les traitements qui deviennent moins efficaces, en particulier la chloroquine qui ne marche quasiment plus. Il y a d'autres trucs, on voit des changements en zone périarctique, arctique, les tiques qui sont remontés en latitude aux US, au Canada. On voit aussi dans certaines zones très chaudes, on tue les tsetse de manière naturelle, on commence à chauffer. Et on voit des cas de TB qui montent aussi en altitude en Scandinavie et dans le nord de la Russie. Donc, je vais passer vite. Il n'y a pas que les maladies vectorielles, ça a aussi un impact. Le climat va avoir un impact sur les maladies hydriques, comme le choléra, ça c'est clair. Et d'autres maladies qui sont, on va dire, dans l'air aussi, ou le sport, dans les sols. On peut s'attendre à ce genre de choses. Alors, pour finir, et je finis là-dessus, je suis désolé. Alors, je refais l'analogie de la niche thermique. Ça, c'est une niche de performance pour une espèce de reptile. Mais c'est un peu cette courbe en bananoïde là que je vous ai présentée au début. Okay, donc, ça va pouvoir plus ou moins la même forme. Trop froid, ça ne bouge pas. Trop chaud, on meurt. Bon, il y a une limite, quoi. Il y a une limite physique, biologique. Donc on a regardé, c'est les travaux de Tim Lenton que je trouve intéressant, et je l'ai piqué à Kevin qui parlera tout à l'heure, il en reparlera peut-être plus en détail, où il a regardé justement quelle était la niche de l'être humain à l'heure actuelle. Donc c'est à peu près où les humains vivent en termes de densité de population, attention, pas en termes de totalité, en termes de température annuelle. Donc axe des Y, densité de population, axe des X, température annuelle. Donc là ça filtre un petit peu les extrêmes. Donc vous voyez qu'il y a très peu de gens. Il y a très peu d'humains qui vivent au-dessus d'une température annuelle de 29-30 degrés. Donc là, c'est là où vous mettez votre Touareg, on va dire, ou les gens qui vivent dans le désert. C'est vraiment les conditions extrêmes, les gens qui vivent dans la péninsule arabique, qui sont adaptés à cet environnement. À droite, vous avez les Inuits, les milieux plus arctiques, les populations, les Samis suédois. Donc là, ces gens, c'est pareil, ça, c'est de l'adaptation qui s'est fait sur des milliers d'années pour ces populations indigènes. Paris-Trieste, donc je vous ai mis sur la courbe, vous voyez à peu près où on est. Donc qu'est-ce qui se passera dans le futur? On va décaler la courbe et on va se retrouver avec un truc, là, vous voyez, une espèce de différents scénarios de chauffe, différents types de trucs. Donc en fait, vous voyez que la courbe se décale vers la droite. Du coup, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont devoir vivre comme des Touaregs, okay, si on fait cette hypothèse, avec les implications que ça peut avoir. Et là, je n'ai pas parlé de chaleur humide, on en a parlé avant, c'est purement l'aspect purement thermique. Et on voit un peu les zones qui pourraient chauffer en premier. Donc ça a été très bien dit par Franck dans la table ronde. Sahel, péninsule arabique, Inde, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud. Bon, les conclusions, et j'ai vraiment fini. On peut dire que le réchauffement climatique affecte la dynamique des vecteurs et la transmission. En toile de fond, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont conditionner une épidémie. Beaucoup d'autres choses, le type de sol, vous avez une roseraie, vous avez du béton, deux environnements différents pour le moustique qui va peut-être aimer un endroit pas l'autre. On commence à avoir de plus en plus de preuves que tous les insectes, tout le règne animal se réadapte un petit peu dans l'eau et dans l'air au changement climatique. On le voit sur des papillons, on le voit sur des fourmis, on le voit sur des tiques, on le voit sur des moustiques, on le voit sur des coquillages, on le voit sur des poissons. Donc ça se réadapte et du coup ça va aussi décaler les saisons. Vous voyez, on a des saisons qui sont plus longues, on peut peut-être avoir des saisons potentiellement à risque qui s'élargissent. Et peut-être il va faire tellement chaud en été qu'on va peut-être aussi se débarrasser de certaines pestes. Beaucoup d'incertitudes, donc il faut garder ça en tête, hein, ce n'est pas parfait, les modèles de boules de cristal, il faut communiquer ces incertitudes. Et aussi prendre en compte, je pense, les extrêmes qu'on a un peu sous-estimés là-dessus, puisqu'il y a eu l'exemple actuel de ce qui se passe en Indonésie et en Thaïlande. Je pense que d'ici quelques semaines, il va y avoir beaucoup de problèmes sanitaires, il va y avoir du choléra, vous allez avoir des problèmes de transmission de maladies. Je pense qu'il y a des ONG et des gens qui commencent, ou à l'OMS, qui commencent déjà à courir un petit peu partout, comme des lapins sans tête, pour préparer un petit peu ce qui va arriver. Okay. Donc il y a quand même le vrai futur, ça va être quoi? Donc, combiné par tout ça, l'urbanisation va impacter, on vit de plus en plus dans les villes. Donc les vecteurs et les pigeons et les animaux qui vivent avec nous dans les villes vont être favorisés d'un certain côté, vous pouvez penser à ça.
Et pour finir sur une note positive, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. On l'a vu pendant le Covid, c'était pas parfait. Bon, il y a à boire et à manger. On a été capable quand même, en termes d'intelligence collective, de trouver des vaccins, des solutions et de passer à travers. On est toujours en vie. Donc il y a quand même il faut penser aussi un petit peu au positif. Il ne faut pas non plus penser qu'au négatif. Il y aura des gros challenges, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des solutions. Et il va falloir aussi se focaliser un petit peu plus là-dessus, je dirais. Je vous remercie. Merci Cyril. Merci pour le temps respecté. Si. Et c'est toujours hallucinant de voir à quel point, enfin de voir l'ensemble des bouleversements en cascade provoqués par quelque chose d'aussi petit. C'est effrayant. Alors, il y a des questions, vous pouvez poser vos questions en scannant le QR code, vous vous en souvenez, et en utilisant l'interface, vous qui n'êtes pas à l'hôtel de l'industrie. Une question de Mahamat Yacoub. Y a-t-il un remède efficace pour traiter le palu, cette maladie étant devenue très intense, surtout en Afrique? Oui, l'artémisinine, elle fonctionne encore, donc il y a des traitements qui fonctionnent très bien. Il y a aussi les chémopréventions en général qui sont utilisées pour les femmes en risque, les femmes enceintes. Donc ça, c'est fait aussi pour les enfants en bas âge. Donc il y a des traitements préventifs qui sont faits, qui marchent pas mal, qui ont beaucoup aidé. Et il y a aussi des traitements qui fonctionnent encore. L'artémisinine, par exemple, qui marche très bien pour le palu. Et les dérivés. Mais il commence à y avoir de la résistance en Asie du Sud-Est. Donc on commence à avoir des risques. On voit que la chloroquine, c'est mort, je crois, ça marche plus. Ah oui. Ça marche beaucoup moins, quoi. Il faut changer. Oui. Que peut faire une municipalité? Une municipalité. Et là, admettons, projetons-nous, je sais pas, la question est très courte, mais projetons-nous en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine ou dans le Sud-Est, là où ça commence à être virulent. Que peut faire une municipalité pour lutter contre les risques portés par ces moustiques? Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites par les EID, par Altopictus et d'autres en termes de contrôle, quand il y a l'isolation. Les ARS et SPF font déjà un super boulot. Il y a tout ce qui est fait aussi en termes de prévention. Donc maintenant, vous voyez, quand vous êtes dans les aéroports, vous avez ces petits panneaux. Je suis parti de Venise, là, il y a le petit panneau si vous revenez avec le monkeypox, si vous revenez avec la dengue, si vous revenez avec la West Nile. Donc il y a cette information-là qui est importante pour éviter que les gens, déjà quand ils reviennent de pays endémiques, se promènent dans le jardin du voisin et se fassent mordre par un moustique et commencent à initier des foyers. Et après, il y a aussi, je pense, un gros potentiel qu'on a un peu sous-estimé, mais qu'on peut essayer d'améliorer. Je travaille un petit peu à l'heure actuelle, c'est en cours, de prévision en termes de quelque chose de plus opérationnel. Si on sait qu'il y a une épidémie à La Réunion et que cette épidémie, il va y avoir beaucoup de cas qui vont intersecter la saison d'activité du moustique en France, on peut commencer un petit peu à anticiper déjà, un petit peu, et faire attention à scanner un peu mieux les populations qui vont venir de ces pays. Bon, ça pose d'autres problèmes ensuite, mais je pense qu'il y a des choses où on peut anticiper un petit peu là-dessus, et c'est des choses qu'on discute. Didier va peut-être en parler après. Il y a aussi tout ce qui est un petit peu les changements quand les saisons vont se superposer, parce que pour le moment on est tranquille, on est dans l'hémisphère nord, on a nos saisons d'hémisphère nord toujours, même si elles changent énormément. Du coup, on n'intersecte pas avec les saisons de l'hémisphère sud. Quand la dengue brûle au Brésil, bon, ça finit, puis le moustique commence à être actif en France. Donc il n'y a pas encore d'overlap. Donc ça va être un problème. C'est des choses qu'il faut commencer à penser stratégiquement pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. Après, bon, à la mairie, dans le rôle de la mairie, il faut que ce soit fait, oui. Il y a des choses simples qui sont faites, il y a des initiatives citoyennes qui sont faites pour limiter les gîtes larvaires. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire à tout. C'est vraiment de la prévention, de la sensibilisation et de l'accompagnement, quoi. Voilà, exactement. Et je pense que les citoyens peuvent prendre les choses en main pour limiter les gîtes larvaires et aussi aider le contrôle des vecteurs aussi. Question de Christophe. Pour éviter les îlots de chaleur, on propose des verdissements des centres-villes, mais cela favorise la propagation de certaines maladies et de moustiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on en parlait dans le projet Rivox justement beaucoup avec Didier et Florence. Florence est experte là-dessus, donc elle aura un avis plus éclairé que moi. Il y a des exemples de tours vertes, donc la tour à Milan, je crois qu'ils avaient fait des tours vertes, ou en Asie du Sud-Est à Singapour, et les gens en fait ont arrêté de vivre dans les appartements parce qu'ils se faisaient manger par les moustiques, je crois. Donc en fait, on peut penser des fois à verdure ou penser aménagement vert des espaces urbains, surtout les tours. Mais en fait, il peut y avoir aussi ces problèmes. Il peut y avoir aussi mes collègues britanniques qui étaient un petit peu, c'était plus sur les tiques, ils avaient des problèmes parce que la tique est quand même plus abondante et plus en périphérie périurbaine. Donc il faudra faire attention, oui. Donc c'est bien, mais il va falloir quand même faire attention à ces vecteurs, en particulier les moustiques et les tiques qui sont adaptés en milieu urbain, périurbain. Albopictus en est un par exemple. On ne parle pas pour autant de maladaptation là en créant des îlots de fraîcheur.
Non, c'est une bonne chose, je pense. Avoir un peu plus de changer l'albédo et avoir des espaces moins chauds, c'est une chose importante. Par contre, il faut faire attention, il faudra être vigilant et voir avec les Santé publique France, les ARS, être sûr que les gens surveillent un petit peu ce qui se passe dans ces espaces. Émilie vous demande que pensez-vous de lâcher des moustiques tigres stérilisés pour limiter leur reproduction? Alors ça aussi, j'ai travaillé avec Jérémy. C'est très bien, ça a beaucoup de potentiel. Mais je pense que ça a plus de potentiel sur des... C'est un peu mon opinion perso, hein, okay, parce que là, ça peut être Wolbachia, les tis, tout ça, dans le milieu du contrôle, ça peut être un peu fallacieux. Mon point de vue perso, la tis, c'est peut-être utile sur des petites surfaces. Si vous le faites sur une surface de la taille de la France, ça va coûter une fortune à l'hectare. Et ensuite, une fois, même si donc, la tis fait du bon boulot, vous mettez des mâles. Le concept, c'est on irradie des œufs de mâles. Les mâles sont stériles, on va voir les femelles pondent des œufs qui sont non viables, et du coup on arrive justement en le faisant bien, et ça il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites avec cette technique, hein, pour les pestes agricoles et d'autres applications, on arrive à tuer les populations, à éradiquer les populations de vecteurs sur le long terme. Le problème, c'est qu'ensuite, il peut être réintroduit. Et là, le moustique tigre, il est partout en Europe. Donc, disons, même si on fait du bon boulot en France, et qu'il y a un Italien qui traverse les Alpes avec des moustiques dans ses pneus, j'en sais rien, il va réintroduire des œufs et il faut recommencer. Ça va pas tuer le problème. Donc, la tis, moi, je pense que la tis a un gros potentiel pour les îles, Dom-Tom, et les milieux qui sont peut-être plus faciles. Il faudra faire attention en termes d'introduction, mais pour une île comme la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, des petites îles aussi, là il y a un gros potentiel. Sur un territoire comme la France, ça va être un peu plus compliqué. Ça peut avoir un effet, ça peut aider quand même pendant une saison, mais ensuite il faut continuer à appliquer la méthode, je pense, de manière pérenne. On va prendre une dernière question, une question de Marie-Cécile. Que concluent les mêmes études d'impact du changement climatique sur les insectes vecteurs de maladies animales et végétales? Quelles sont leurs projections? C'est vague. Ça dépend du vecteur et du pathogène que vous regardez. Donc, la langue bleue, par exemple, le vecteur culicoïde, il y en a qui sont peut-être plus méditerranéennes, d'autres qui sont un peu plus nordiques, on va dire, et ils changent. Donc, ils ont des préférences différentes. Ça dépend de la maladie qu'on regarde, en fait. Pour Albopictus, il est plutôt au milieu semi-tropical, tempéré, donc il va se propager jusqu'à une certaine limite. Il est aussi limité par la lumière du jour pour son activité. Donc je ne le voudrais pas trop remonter, même s'il a été observé jusqu'à Stockholm, là, ils en ont trouvé à Stockholm. Donc il a une limite aussi thermique en termes d'activité. Lumière, je veux dire. La photopériode est super importante pour son activité. La lumière, oui, d'accord. Mais après, ça dépend énormément du vecteur que vous regardez. Il y a des vecteurs qui sont polaires en Écosse, par exemple, dans le nord de l'Écosse, allez vous faire manger par des culicoïdes. Ils sont très bien adaptés à leur environnement. Il fait beaucoup plus froid là-bas, ces culicoïdes-là. Donc ça dépend des vecteurs des pathogènes. Merci beaucoup, Cyril. C'était passionnant. Merci. Merci à vous. Merci. Je peux vous applaudir.